Hello! Hello, ça va? Comment ça va? Tu passes une bonne journée? Enfin, du coup, un bon début de journée, Écoute, ça va, hein. ça Un va? bon début de semaine, bon début de journée, ouais. Ça va, tranquille. Je suis allé acheter une tente là ce matin parce que je vais partir camper en forêt là quelques jours. Ok. T'es un Toi, ça vagabond. va? T'as dit quoi? T'aimes bien vagabonder, Ouais, c'est un peu la nouvelle philosophie. ta nouvelle DA. Ouais. Moi, ça va. Et toi? Ça va, ça va. Je suis allé à la salle ce matin. Ok. J'ai fait une séance pec épaule. Ouais, ça va. Tranquille. J'ai tourné des petites vidéos et tout, là. Ça roule. Ouais, je vois ça là. C'est sympa ce que tu fais gros, sur les réseaux. Merci, mec. Merci. J'essaie de m'appliquer. Ça se voit, c'est cool. Je pense que la forme, c'est vraiment pas à négliger, quoi. Hmm. Moi, c'est important. C'est De ouf. important, De ouf. surtout dans ce monde-là, Après, ne pas négliger aussi le fond, bien sûr, surtout dans ce monde-là. bien sûr. Donc, ouais, je pense que c'est un tout. Une fois que t'as le bon mix et que t'as la bonne recette, je pense que tu peux envoyer, quoi. Moi, je l'ai pas encore Ouais, trouvé, cette recette, ce bon mix. Mais j'essaie de la chercher, quoi, en tout cas. bien sûr, bah, ça va venir, ça va venir. Tu fais quoi comme sport? Tu fais juste de la salle? Ouais, moi, je fais beaucoup de calisthénie, surtout. Donc, à la Ok, salle, je fais quasiment que la calisthénie, donc poids du corps, dips, pompes, traction. Et des ok. fois, en fin de séance, je prends des poids pour faire un peu de renfo, par exemple, pour cibler beaucoup plus les triceps ou cibler l'arrière d'épaule ou quand j'ai besoin de me finir, quoi. Mais sinon, je fais uniquement pompes, dips et traction et squat. Ok, ouais. Ouais, pour la salle, pour les jambes, c'est mortel, je trouve. Ouais, On vraiment. parle du squat, soulevé de terre, Zercher squat, des trucs comme ça. Ouais. C'est monstrueux. Parce Moi, qu'au je poids du kiffe. corps, au poids du corps, on est très limité pour les jambes, hein. Ouais, ouais, c'est ça. On est très limité. C'est ça. À part le pistol squat, Mm. j'ai du mal à avoir de bonnes sensations au poids du corps sur les jambes. Ouais. Ouais, pareil. Et Toi, les séances de... tu fais quoi comme sport, toi? Moi, je fais pareil. En fait, moi, j'ai fait 3 ans de boxe anglaise à fond. Je suis tombé amoureux de ce sport. C'est un peu ce qui m'a permis de me reprendre en main, de reprendre ma vie en main. Après, j'ai fait mon premier combat. J'ai arrêté suite à ça parce que j'estimais que, enfin, je voulais pas faire les choses à moitié et avec mon business à développer, ma formation, etc. J'arrivais pas à filier les deux. Mais sinon, voilà, je fais renforcement en fait. Je fais de la prépa physique générale, tu vois, au Ok. poids du corps principalement. Vu que là, je suis un vagabond, comme tu dis, j'essaie de faire au poids du corps. Ok. Mais la boxe, je le remarque en fait tous les jours que ça me manque. En fait, j'adore ça, tu vois. Je suis comme un gosse quand je fais de la boxe. Vraiment, je m'amuse. Et, euh, et donc voilà. Ok. Mais Pourquoi? ouais, Pourquoi? le sport a une grande place dans ma vie et j'ai vraiment envie de développer. Tu vois, là, pareil, j'ai envie de commencer le surf. C'est vraiment des sports où je prends du plaisir. Je pense que c'est vraiment important. Si, tu vois, c'est la base de la discipline, hein. Les gens, on a tendance, trop de gens, je pense, essaient de se discipliner sur une activité ou un domaine qu'ils apprécient même pas, en fait, Hmm. qu'ils aiment pas foncièrement, tu vois. Ils sont juste amoureux du résultat éventuel ou de l'imaginaire qu'il y a autour. Mais en fait, si tu n'aimes pas sincèrement l'activité, tu vas jamais pouvoir instaurer une discipline, je pense. Grave. Ouais, c'est le principe d'adhérence. Si tu t'adhères pas à ce que tu fais, il n'y a aucune raison que tu tiennes sur le long terme. Et moi, je vois pas l'intérêt de faire un truc que t'aimes pas faire en vrai de vrai. Donc ouais, c'est ouais, grave. De Grave. ouf. Si t'aimes pas ce que tu fais, il n'y a aucune raison que tu le fasses. Même si tu te mets des grosses claques, au bout d'un moment, tu vas lâcher et tu vas pas tenir et C'est ça. ça tient Mais pas, je quoi. pense, c'est ça. Mais je pense que dans nos vies, à tous, tu vois, et à différents âges, on a justement, on est attaché à certaines choses dans nos vies qu'on n'aime pas forcément. Mais juste, on est attaché à l'image que ça a, euh, au désir, à tout ce que ça pourrait potentiellement nous apporter, ou à l'image que ça nous permet de conserver vis-à-vis de la société, de nos parents, de nos collègues, etc. Et en fait, le but, je pense, c'est de se délester de tout ce qui ne nous anime pas profondément, je pense. Mais on a ça dans différents domaines, je pense, mais c'est pas chose facile. Ouais, c'est clair. C'est beau ce que tu dis, mec. C'est beau. J'aime bien. Bah, en fait, je vois ça, tu sais, dans ma formation. Je suis au centre de l'Ormez, fondé par Pierre Dufraisse, et on a un cours hebdomadaire, donc tous les samedis. Et je vois qu'il y a des gens qui parfois, tu vois, qui ont 30, 40 ans et qui continuent à cheminer, tu vois, qui continuent à se poser des questions, qui continuent à se dire, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça résonne vraiment en moi? Est-ce que je suis vraiment aligné avec ça? Ou est-ce que je suis
ouais, je suis bloqué dans une projection ou dans un désir superficiel, quoi. Et je pense que il faut apprendre à se délester, à faire le deuil de certaines choses, de certains désirs qu'on a eus au cours de notre vie, tu vois. Et, euh, et je pense qu'on est beaucoup à avoir grandi, avoir été éduqué d'une façon où il faut que tu trouves ta voie et que tu t'y accroches ad vitam aeternam, tu vois. C'est cette vision de je pars dans une direction et je vais au bout. Et Mhm. sans être OK avec le fait de changer de direction, en fait. Tu peux changer de direction à n'importe quel moment et, euh, et on pourrait faire un parallèle avec la drogue, tu vois. Grave, c'est ce que j'étais en train de penser justement. Moi, je pense que jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre mort, d'ailleurs, tout est tout le temps en mouvement. Et sauf si tu as vraiment une grande conviction de quelque chose et que tu es sûr que c'est cette chose-là que tu as envie d'accrocher, je pense que même si ta conviction elle est solide, au bout d'un moment, enfin, ça change tout le temps, tout est en mouvement, tout change tout le temps. Donc, pour moi, c'est normal de se poser des questions même jusqu'à la mort. Et je pense que le moment où c'est vraiment compliqué, c'est quand tu te poses plus de questions et que tu avances tête baissée sans te poser de questions. Et là, je pense que c'est le moment où c'est pas le mieux, quoi. Bien Mm. sûr. Rien n'est figé, quoi. Tout change tout le temps. Ouais, grave. Ouais, et souvent, on a tendance à penser qu'un choix de vie va déterminer toute notre vie ou que notre vie se joue sur un choix, tu sais, sur Grave. une décision, alors qu'en fait, que nenni. Et penser comme ça, en plus, c'est anxiogène. Et ça apporte rien de. Enfin, chaque prise de décision pour toi, un énorme truc, alors qu'en vrai, c'est juste une prise de décision parmi tant d'autres. Ouais, c'est ça. Et il faut se détacher de ça, je pense. Il faut réussir De à se ouf, détacher de ça. de ouf. Comme disait mon mentor, tu vois, quand tu es dans quand tu dans cet état d'esprit, pardon, où où tu accueilles le changement, où tu te dis que tu te permets de penser qu'à n'importe quel moment, tu peux changer d'envie, de projet, etc. En fait, tu es beaucoup plus à même d'accueillir les opportunités qui vont résonner avec toi, tu vois. Grave. Tu vois, t'es ouvert, en fait. Tu es en mode, OK, tu vois, j'ai ces aspirations, j'ai ces objectifs, mais à tout moment, voilà, ça peut changer parce que ça résonnera beaucoup plus en moi, ce domaine précis ou cette façon de faire. Et finalement, on se rend compte que, tu vois, les valeurs que l'on défend en tant qu'individu, finalement, elles changent assez peu, tu vois. Mhm. Mais c'est juste les objectifs, c'est juste pas le superflu, mais la matière un peu qui change, mais la forme, tu vois. Mhm. Comment je vais. Les objectifs, ce serait la forme, tu vois, et les valeurs que l'on défend, ce serait le Le fond. Et fond, on s'aperçoit yes. que le fond ne change pas tant que ça, en fait. Grave. Grave, grave. Bref, tu veux qu'on la joue comment, Baptiste? On se pose des questions, mec, c'est une discussion en vrai, hein. Y a pas Ouais, de. On n'est pas en closing là, hein. T'as été formé au closing, au setting, au process de un petit peu, ouais. business, un petit peu. Un petit peu, mais pour être 100% honnête avec toi, je suis très mal à l'aise avec le closing. Ok, c'est spécial, hein. Répondre aux objections, contrer des objections, rentrer dans Ouais, l'émotionnel et tout. Moi aussi j'ai du mal. Moi aussi j'ai du mal. ouais. Donc, tu vois, il y a une partie de moi qui est. Tu vois, je suis conscient que je suis mal à l'aise avec le closing parce que je suis encore mal à l'aise avec le fait de confronter la personne Hum, face à ses incohérences. Encore mal à l'aise avec la valeur que je mets sur mon accompagnement, sur ce que je peux apporter à quelqu'un. Mais aussi, je suis mal à l'aise avec le closing parce que parfois, ça peut être too much, en fait. Et on peut vite ouais. basculer dans la manipulation, même si voilà, la manipulation, elle prend forme au cours de nos vies et au cours de nos journées sous différentes formes. Mais voilà, je pense qu'on peut vite basculer dans la patte du gain, on peut vite basculer dans un truc un peu malsain, quoi. Ouais, grave. Mais c'est très impersonnel. Et je trouve, enfin, moi, je considère que si quelqu'un vient en call et qui veut me voir, c'est qu'il a envie d'acheter. S'il n'a pas envie d'acheter, je vais pas le confronter pour qu'il achète par la suite. S'il me dit non, c'est non, et je vais pas forcer, quoi. Et Ouais, j'aime pas cette idée parce que j'avais un mentor aussi par rapport au closing et il disait lâchez pas, enfin la vente c'est pas lâcher. Il faut que ce soit la personne qui raccroche au lieu que ce soit. Enfin, en gros, il faut pas que tu lâches quoi. Et moi, j'aime pas trop cette idée de sortir les verres du nez. Enfin, j'ai du mal avec ça, quoi. ouais. Peut-être Et pour ça qu'on pour fait pas encore assez d'argent. bien sûr, bah, tu vois, pour autant, il y a cet aspect-là, mais aussi l'aspect, tu vois, de confrontation, tu vois, surtout nous, où on fait face à des gens qui souffrent d'addiction, qui ont des comportements autodestructeurs. Donc, littéralement, ils font des choses au cours de leur journée.
qui vont à l'encontre de leurs objectifs, parfois même à l'encontre de leur santé, tu vois, de leur bien-être, de leurs convictions profondes. Et donc, ils ont besoin, je pense, à un moment donné, comme nous, on a besoin encore de nos jours, hein, d'avoir ce miroir. Tu vois. N'importe quel individu a besoin d'avoir ce miroir honnête. J'aimais bien cette expression, ouais, un miroir empathique, mais intransigeant. Tu vois. Hmm. Comme j'aimais bien aussi l'image, tu vois, quand tu as un cancer, tu vois, t'as pas envie que le médecin il passe par quatre chemins. T'as pas envie qu'il te caresse dans le sens du poil et qu'il te dise oui, vous avez un cancer, mais ça va aller. Hmm. Vous pouvez continuer à fumer des clopes, c'est cool. Non, t'as envie qu'ils disent frérot, tu vas mourir Ouais. dans 6 mois. Ok, qu'est-ce que tu fais maintenant, tu vois? Et, Ouais, je vois ce que tu veux et, dire. et ce paradoxe, j'y ai beaucoup pensé parce que je pense que l'approche de l'addiction en France aujourd'hui, elle est problématique dans le sens où on est trop dans la victimisation, dans, ouais, on caresse trop dans le sens du poil. Bien sûr que c'est important de ne pas culpabiliser le patient, l'individu. Bien sûr que c'est important de ne pas le juger, etc. Mais on ne peut pas passer notre temps à le déresponsabiliser aussi, tu vois. Hmm. Il s'agit de ça aussi, tu vois. Il y a ce phénomène en France où, moi, pendant longtemps, on m'a dit, ouais, t'es addict, c'est pas de ta faute. Et pendant longtemps, j'y ai pensé, tu vois. J'y ai cru, tu vois. Et d'une certaine manière, oui, c'est pas de ma faute, tu vois. Mais je suis responsable, en fait. Ouais, voilà. Oui, Hmm. voilà, c'est pas de ma faute si à 13 ans, je commençais à fumer des clopes, si à 11 ans, j'ai regardé de la pornographie, etc. C'est pas de ma faute. Mais en fait, je suis responsable aujourd'hui, et j'ai été responsable à l'époque, et encore plus aujourd'hui, maintenant que je suis majeur et vacciné, entre guillemets, même si je suis pas vacciné, je suis 100% responsable de ce que je vais faire aujourd'hui et de comment je vais définir ma vie, tu vois. Grave. Et même, c'est pas une question de faute ou pas de faute, c'est juste, toi, c'est ça, c'est la responsabilité. Pour moi, la faute, c'est très négatif, c'est très, ah, c'est toi, c'est ta faute à toi. Et je trouve, enfin, si c'est pas de notre faute, c'est la faute de qui, déjà? C'est forcément de notre faute, parce que personne nous a mis la cigarette dans la bouche, personne nous a mis le joint dans la bouche, personne nous a mis. Donc c'est forcément de notre faute, mais c'est plus, ouais, comment dédramatiser le truc et se dire, bah, c'est comme ça. T'as fait avec du mieux que tu peux à l'instant où tu pouvais, et c'est OK, et il faut que tu avances et que tu essaies d'évoluer, que tu essaies de comprendre ce qui te. C'est surtout ça, en vrai. Bien sûr. Dédramatiser le truc parce que c'est anxiogène, c'est tout le temps anxiogène de se dire putain, mais c'est de ma faute, c'est à cause de moi. Ouais, Faut, de ouais, ouf. c'est toujours ça. En fait, pour moi, le truc qui m'a le plus aidé, c'est de me détacher de tout, 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 tout. De tout, que ce soit, bah, c'est ça, genre, le principe de faute, de se dire, ah, c'est de ma faute. Ben, je me suis dit, mais, ok, c'est de ma faute, mais qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Arrêtez comme tu dis, arrêtez de se victimiser, arrêtez de s'auto-flageller et essayer d'avancer, quoi. Essayer d'être constructif par rapport à soi-même et essayer d'avancer. Bien sûr. C'est Jordan Peterson, tu dois connaître ça? Jordan Peterson? Ça me dit rien. Sur Instagram, Non, enfin, oui, sur Insta, entre autres, mais c'est Jordan B. Peterson. ça me dit Euh, rien. il, il a écrit un livre qui s'appelle 12 règles pour une vie que je te conseille et que je conseille aux gens qui nous écoutent potentiellement. C'est un professeur en psychologie. Il a été psychologue pendant des années et il a écrit pas mal de livres. C'est vraiment, il est professeur à Stanford, il me semble. Ok. Enfin, c'est vraiment un grand monsieur dans le monde de la psychologie, aux États-Unis et dans le monde aussi. Et il dit, cette expression, il dit qu'il faut faire le constat amer, tu vois. Il faut faire le constat amer. Et c'est ça, tu vois, ce dont tu parles, ça me fait penser à ça. Se rendre compte de, ok, tu vois, putain, je me suis dézingué la gueule, voilà, j'ai fait de la merde, etc. Ok, c'est pas grave, voilà, le passé est mort, le futur n'existe pas. Je fais le constat amer de ma situation et maintenant je me responsabilise, tu vois. Et en faisant ça, même si c'est douloureux, tu vois, de faire, quand tu constates les dégâts que tu as fait, que ce soit physique ou psychologique, ou même relationnel, enfin, tu vois, quand tu as souffert d'addiction, généralement, tu détruis plein Hmm. d'aspects de ta vie, tu vois, et ça fait mal, hein, et ça entretient cette addiction, tu vois, et cette culpabilité. Et faire le constat amer, ça va être douloureux, mais ça va aussi te permettre de reprendre le contrôle un peu. Si tu dis, OK, j'ai merdé, mais à partir du moment, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Quelle action, même minime, je fais et dans quelle direction je veux aller, quoi. Constat amer. Stylé. Le constat amer, ouais. Ouais, ce livre, j'avais kiffé. 12 règles pour une vie, déjà, c'est. Ok. Là, je vais le lire, je pense. Ouais, franchement, J'ai noté. il y a plein de références, c'est riche et ouais. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est ok. En vrai, ouais, faut se détacher. Il faut s'en battre les couilles, entre guillemets, quoi. Enfin, on a fait du mieux avec ce qu'on avait. Maintenant, faut avancer, quoi. Ouais. Et, euh, et dans cette continuité, moi, j'aime bien dire que les gens qui ont souffert d'addiction,
ils ont une grande sagesse à nous enseigner, tu vois. Mm. Moi, je suis convaincu que quelqu'un qui sort d'addiction, comme toi et moi, par exemple, on a quelque chose de très précieux à offrir au monde. Et j'en suis intimement convaincu, tu vois. Le système dopaminergique, tu vois, chez tous les individus de cette terre, il est plus ou moins stimulé. Nous, il se trouve qu'on l'a stimulé de manière très forte, très intense et très jeune, au point qu'on a perdu un peu le contrôle de ce circuit et qu'on est tombé dans l'addiction, tu vois. Et en sortant de là, entre guillemets, en essayant de comprendre ce qui nous arrivait, en développant des outils pour reprendre le contrôle, tu vois, pour se contrôler, être maître de soi, parce qu'il s'agit que de ça, et ben en fait, je pense qu'on a quelque chose de précieux à offrir. Et j'ai remarqué que souvent, les gens qui accomplissent de grandes choses dans leur vie ont un background un peu d'addiction où ils ont perdu un peu le contrôle par rapport à certaines substances, certains comportements. Et j'aime bien répéter ça aux gens qui écoutent, tu vois, ou qui souffrent aujourd'hui d'addiction, tu vois. Voilà. Grave. Mais c'est une épreuve. Je pense que c'est une épreuve tellement compliquée que tu apprends tellement sur toi, que tu es tellement en introspection que tu ressors avec des, tu ressors avec des connaissances sur toi-même et sur ce qui t'entoure et ce que tu ressens qui est juste énorme. Moi, sans l'addiction, je pense, aujourd'hui, je serais pas la personne que je serais aujourd'hui. Je serais complètement différent. Dans quel sens, je sais pas, mais quand j'étais dedans, je me rendais pas compte, mais aujourd'hui, ça m'a tellement, enfin, l'addiction m'a tellement apporté que je suis reconnaissant d'avoir été addict. Vraiment. Bien sûr. Ça m'a, ça m'a fait évoluer en tant qu'être humain. J'ai compris tellement de choses sur moi-même, sur les autres, sur, j'ai un écho dans les oreilles. Ah ouais? Ouais, je m'entends. Depuis le début? Non, là, ça vient de sortir là. C'est un top. Ça vient de pop. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je pense que les personnes qui sont rentrées en profondeur dans ça, aujourd'hui, qui en sont sorties, je pense que c'est devenu des meilleures personnes, quoi. En tout cas, elles ont appris beaucoup de choses sur eux-mêmes et enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Bien sûr. Bien sûr. C'est Roman Frécinet qui dit le chemin des excès mène à la voie de la sagesse. Hmm. Un truc dans le genre. Bah, exactement. C'est exactement ça. Un peu ça, hein, de toute Toi, façon, c'est quoi un peu ton rapport aux addictions? Enfin, c'était quoi, explique-moi un peu ton parcours avec les addictions. T'as commencé à quel âge? C'était quoi? Comment? avec Quand? plaisir. Où? Bah, en gros, moi, ça a été très jeune. En fait, moi, j'ai sauté une classe. Et à partir du moment où j'ai sauté une classe, j'ai eu une perte de confiance. J'ai eu besoin de prouver ma valeur aux autres. En fait, j'avais plus confiance en moi. Tu vois, je me sentais plus petit, plus fragile, plus frêle. Et en fait, moi qui étais un très bon élève avec de grandes facilités intellectuelles, on va dire, en fait, du jour au lendemain, j'ai arrêté de travailler, tu vois, et mon but n'était plus que d'être accepté du groupe. Et, Hmm. euh, et du coup, à partir du CM2, 6e, j'étais voilà, dans ce besoin de validation du groupe. Et je me rappelle, dès la 6e, en fait, ça a commencé avec les bonbons, avec le sucre. Ça peut paraître anodin comme ça, mais souvent, tu achètes des bonbons et tout à cet âge-là, tu vois, quand tu es jeune. Et moi, direct, j'ai eu un rapport ultra addictif avec, tu vois. J'achetais beaucoup et j'étais surstimulé par ce sucre et très vite, j'ai eu besoin enfin, j'en avais besoin, tu vois. Je ressentais le besoin d'assouvir ce désir. Pareil, en 6e, tu vois, j'étais plus jeune que la moyenne. J'avais 10 11 ans et j'ai été initié, entre guillemets, à la pornographie. Je traînais avec un mec qui avait 2 3 ans de plus que moi et il m'a montré des films porno et ça a commencé avec ça, tu vois. Donc à 6 ans, je commence à me branler littéralement, tu vois. Et donc, tu vois, circuit qui commence à être stimulé. Et en 3e, je commence à fumer des clopes. Euh, et donc voilà, et là, ça a été le début. Et donc direct, tu vois, j'ai acheté mes paquets de clopes. 3e, pareil, je commence à bédave. Et direct, tu vois, ce circuit qui s'emballe. Et, et j'étais dans ce besoin d'assouvir ce désir, en fait. Et, euh, et j'avais pas grand-chose d'autre qui me stimulait autant, en fait. Je trouvais pas de plaisir ailleurs. Moi, je faisais du rugby, tu vois, mais ça me faisait chier. Je le faisais un peu pour mon père, tu vois. Et à l'école, je m'ennuyais terriblement, tu vois. Euh, L'école, bon, on pourrait en reparler, ça, mais n'était pas adapté à moi et je pense qu'il est adapté à très peu de personnes. Et donc, en fait, j'ai trouvé en ça une forme de plaisir et une forme ouais, de, ouais, de plaisir, de bien-être et inconscient des dommages, inconscient de ce que ça allait me coûter, bah, j'ai foncé dans cette direction. Surtout, bah, aussi, voilà, aussi parce qu'il y avait un mal-être à la maison, etc.
Et ce qui est intéressant, et ça, c'est pas anodin, c'est qu'à 14-15 ans, tu vois, je devais être en seconde. Je devais être en seconde et mes parents m'ont emmené voir un psychiatre parce qu'ils voyaient bien que j'étais atypique, comme ils peuvent dire, tu vois. J'étais un fou furieux, je faisais des dingueries. Moi, j'ai toujours fait des folies, tu vois, toujours pour être Accepté, apprécié du ouais. groupe, Mm. accepté, apprécié, remarqué. Et j'avais besoin de prouver ma valeur, en fait, travers des comportements, mais des zinzineries, quoi. Et, euh, et donc, on m'emmène chez un psychiatre. Et ce psychiatre, au bout de à peine 20 minutes de discussion, à peine, hein, véritablement, j'exagère à peine, il m'a prescrit du Concerta et de la Ritaline. Donc ça, c'est des dérivés d'amphétamine, tu vois. Mm. Et il m'a diagnostiqué comme ça, par la grâce du Saint-Esprit, TDAH, trouble déficit de l'attention et de l'hyperactivité, avec ou sans hyperactivité. Comme ça, sans aucun test, sans rien, tu vois, juste une petite discussion. Et donc, ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, je suis content. Je me dis, putain, je suis un peu spécial et tout. Tant me donne des médicaments parce que je suis trop intelligent. Je sais pas Je quoi suis et tout. l'élu. Vraiment, je suis l'élu, tu vois. Vraiment, c'est ce que je me dis à ce moment-là, tu vois. Et en fait, je prends vite fait ces cachetons. Ça me met dans un état de focus, un truc de fou furieux. Je commence à dessiner en cours des dingueries. Tu vois, je savais pas dessiner. Et du jour au lendemain, je me mets à dessiner, tu vois, en mode focus, tu vois. Et, euh, et bon, je sens, et en plus, je bédavais, tu vois, à côté. Donc, je sens bien que c'est pas bon pour moi. Et j'ai toujours été un peu peureux. Enfin, j'étais assez peureux à l'époque. Et du coup, j'arrête direct, tu vois. Heureusement, je pense. Et donc, voilà. Et donc, après, voilà, ça a continué pour répondre à ta question dans les grandes lignes. Ça a continué avec la découverte des autres drogues progressivement et surtout le risque, en fait. Moi, j'ai commencé à vendre du stup, toujours dans ce besoin de jouer un rôle, d'avoir une image, d'être apprécié, de me prouver quelque chose, tu vois. Et donc, j'ai pris pas mal de risques à travers différents comportements. Et ça a fini à 19-20 ans, je tape de la cocaïne, je vends de la cocaïne, etc. Et je fréquente des gens qui fument du crack, etc. Et donc, voilà, tu vois, ça a été une montée progressive. Et, et voilà. Ok. Et, euh, et c'est à 23-24 ans où vraiment j'ai pris conscience qu'il fallait que ça change, que j'étais 100% responsable de l'avenir, de mon avenir, que personne n'allait venir me sauver et que voilà, et que j'ai commencé à m'aimer aussi, tu vois, que j'ai commencé à m'apporter de l'amour à travers, ça peut paraître paradoxal pour certains, mais à travers une certaine discipline, à travers des efforts, en fait. J'ai Mm. j'ai compris que derrière la douleur de l'effort, bah, il y avait une source de plaisir, alors que derrière le plaisir instantané que j'expérimentais depuis des années, bah, il y avait une Rien. profonde douleur. Mm. Et donc voilà. Et juste pour finir sur ta question, souvent on me pose la question quel a été le déclic, tu vois. Et à chaque fois, j'ai pas vraiment de réponse à dire. Et parce que il n'y a pas eu un déclic, tu vois, magique ou du jour au lendemain, j'ai compris, tu vois, et j'ai arrêté du jour au lendemain. Non, en fait, ça a été une somme de déclics. Et là où je veux en venir, c'est que si quelqu'un souffre d'addiction aujourd'hui, c'est que pour moi, il y a deux formes de déclic. Il y a le déclic que tu subis. Donc, souvent, c'est d'une violence. Ça peut être une perte de permis, ça peut être un accident, ça peut être la prison, ça peut être perdre une copine, etc. Donc, c'est un déclic que tu subis et qui va te permettre de faire un pas vers l'estime de soi, vers l'amour de soi, vers la discipline, etc. Ou il y a le déclic que tu choisis. Et donc ça va être le choix de se mettre dans une situation où tu n'as plus le choix. Ça peut être un départ à l'étranger, ça peut être se faire accompagner par des gens comme nous, par exemple, ou par un thérapeute. Ça peut être s'engager dans un combat de boxe, tu vois. Ça peut être mille et une choses, mais c'est choisi, tu vois. Et Mm. c'est volontairement se mettre dans une situation qui va nous pousser à confronter cette relation qu'on a à nous-mêmes et cette autodestruction. Voilà, pour Intéressant, répondre mec. brièvement à ta question. Très intéressant, mec. Très introspectif, très. J'aime bien. Et du coup, Ouais, aujourd'hui, toi, bah, t'es 100% sorti de tout. honnêtement, je serais malhonnête si je disais ça. Tu vois, j'ai plus du tout cette identité de fumeur. euh, voilà, mais pour être 100% honnête, dans les 3 dernières années, il m'est arrivé parfois de replonger, entre guillemets, enfin, j'aime pas ce terme, mais de reconsommer Ok. de façon très occasionnelle. Mais tu vois, je repartais par exemple dans mon ancien environnement où
Tu vois, par exemple, je revenais à Paris, tu vois, pour un week-end, pour voir des amis, convaincu que j'allais tenir bon, tu vois, que j'allais pas rebasculer dans mon comportement, et avec l'envie surtout de pas rebasculer dans certains comportements. Mais je retournais voir des personnes qui fumaient encore, etc. Et il suffisait d'un verre et boum, je partais dans une espèce. Il m'est arrivé de sortir pendant 2, 3 jours, tu vois, à retaper de la cocaïne du jour au lendemain, alors que la semaine dernière, j'étais en mode entraînement de boxe et tout, en mode touche dit, tu vois, me Mm. coucher 22 heures, alimentation nickel. Donc, dans les 2, 3 dernières années, j'ai eu des flashs comme ça où je repartais dans mon passé, dans mes anciens schémas comportementaux. Mais ce qui est cool, c'est que j'arrivais à prendre le recul nécessaire et à ne pas me blâmer, à pas culpabiliser et à ressortir, tu vois. Et chaque rechute, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, euh, m'a appris quelque chose et m'a fait comprendre quelque chose, tu vois. Et c'est ce que je dis aux gens que j'accompagne, c'est que la rechute, elle est là pour te dire qu'il y a quelque chose qui va pas, que tu n'as pas encore mis la conscience sur un certain comportement, sur une certaine relation, sur un aspect de ton environnement qu'il faut modifier, sur une relation peut-être à la discipline qui est malsaine, etc. Ok. Ah, c'est Mais, intéressant. ouais, mais aujourd'hui, je me considère plus comme addict, mais tu vois, ça a pris mille et une formes, tu vois. Même dans la boxe anglaise, même avec le sport, j'ai eu un rapport addictif, tu vois. Ok. Et comment ça s'exprimait? Ça s'exprimait par le fait que j'avais du mal à, à être conscient de mes limites, conscient de mes besoins, et j'avais une mauvaise relation avec moi-même, tu vois. Je m'infligeais plus que je pouvais supporter, tu vois. J'étais pas à l'écoute de moi-même. Et j'étais beaucoup je m'apportais pas assez d'amour, tu vois. Euh, Et quand mon corps hurlait que j'étais fatigué, épuisé, que j'avais besoin d'un vrai repos, tu vois, et ben en fait, j'ignorais et j'étais en mode, vas-y, il m'en faut plus. Euh, faut que je, voilà, il faut que je me prouve que je suis dur, machin et tout. Tu vois, et j'étais dans le jugement, tu vois, de moi-même. Tu penses que Et tout ça, ça suit les comportements que tu as eu avant? C'est toujours le même schéma qui se reproduit? Ou alors c'est un schéma enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, dans bien la sûr, continuité de l'addiction, tu penses? Ou alors c'est quelque chose de différent, mais qui prend une autre forme? totalement. Moi, je pense que c'est dans la continuité. Je pense que c'est la relation à moi-même, la relation vis-à-vis de moi-même, tu vois. L'estime que j'ai pour moi, euh, ouais, l'estime que j'ai, tu vois. Qu'est-ce que je mérite, est-ce que je m'apporte de l'amour, etc. Pour moi, c'est une continuité Ok, de, ouais, de cette relation à soi-même. intéressant, mec. Et je m'identifie grave dans tout ce que tu dis depuis le début. Ouais, J'ai un peu le même. Pour moi, j'ai cheminé un peu de la même manière que toi, quoi. Et aujourd'hui, je pense que je suis à la phase où j'arrive à prendre conscience que j'ai des limites, pas par rapport à ce que tu me dis par rapport au sport. Parce que c'est pareil, des fois, je me défonce trop la gueule et je suis en train de me dire, putain, en fait, enfin, faut que j'arrive à m'écouter beaucoup plus et que je sois beaucoup plus conscient de mon corps et que je sois beaucoup plus conscient de mes limites pour m'écouter, quoi. Parce que, ouais, des fois, c'est intense, quoi. Des fois, je vais trop loin et je sais, par contre, j'arrive pas à analyser si c'est toujours dans la continuité des schémas passés. Mais en tout cas, il y a quelque chose de malsain derrière ça qui. Mais c'est marrant qu'on en parle, ça me fait prendre conscience un peu de choses. tant mieux, C'est mec. cool. Trop cool. C'est cool. Bah, en fait, ce que je remarque, c'est aussi ce besoin de prouver sa valeur, en fait. Tu vois, à travers la pratique sportive, parce que tu parles de ça, parce qu'on a parlé de ça, en fait, ça va être, j'ai besoin de prouver ma valeur aux autres, et même parfois à moi-même, tu vois. Et donc, en m'entraînant plus, en étant dur, en cherchant la performance, le résultat, etc., j'ai cette volonté de prouver ma valeur et d'être légitime à être aimé, tu vois. Hmm. Dire, mais regardez, je suis légitime, aimez-moi, tu vois. Et, euh, et même vis-à-vis de nous-mêmes, en mode, regarde, je fais le taf, je peux m'aimer, tu vois. Et en fait, c'est intéressant, tu vois, c'est ni blanc, ni tout blanc, ni tout noir. C'est très intéressant, tu vois. Et c'est bien, je pense, dans une certaine mesure. Mais c'est intéressant. Il faut faire attention, je pense, à pas basculer dans ouais, j'ai besoin de résultats pour m'aimer, en fait. Euh, j'ai besoin d'accomplir pour m'aimer. Alors que potentiellement, c'est plus intéressant d'alimenter cette relation vis-à-vis de soi-même, cet amour de soi, sans résultat, sans paraître, ouais, sans couche, tu vois, sans étiquette, vraiment s'aimer profondément, tu vois, pour l'être qu'on est de façon originelle, j'ai envie de dire. Hmm.
sans étiquette, sans accomplissement. Alors bien sûr, ça veut pas dire qu'il faut rien foutre et qu'il faut juste cultiver l'amour de soi et le moment présent, tu vois. Mais encore une fois, c'est un équilibre, tu vois. Ouais. C'est super top de vouloir se défoncer, d'avoir de grands objectifs et tout. Mais ça part d'où, en fait? Ça part d'où? Mm. Ça part d'un besoin de prouver sa valeur ou ça part d'une volonté de faire quelque chose de bien, tu vois, d'apporter de la lumière dans ce monde, tu vois. Enfin, voilà. Et, euh, et je pense que les gens qui souffrent d'addiction, je pense que toi et moi, par exemple, et tant d'autres, c'est cette relation vis-à-vis de nous-mêmes. Tu vois, après, je suis pas assez calé, mais tu vois, c'est les blessures de l'enfance, tu vois, les traumas, etc. Mm. Moi, ça me fait penser à la dissociation de l'interne et de l'externe. En gros, t'as ton état intérieur qui est fixe et t'as ce qui influe sur ton état intérieur et réussir à dissocier ces deux éléments pour s'écouter vraiment, quoi, et se dire que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce que tu comprends, peu importe ce que tu entends, l'état interne, il reste fixe, il reste constamment dans le bien-être, entre guillemets, et réussir à pas être, influé par les choses extérieures, quoi. Vraiment dissocier cet état intérieur de l'état extérieur. Ça me fait penser Bien à ça un sûr, peu. bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'est le travail de toute une vie, hein, vraiment, c'est de se positionner en tant qu'observateur Hmm, de mes émotions, par exemple. Tu vois. exactement, ouais. Toi, par exemple, là, ça me fait penser à ça, mais lorsque, tu vois, dans on va dire ces 3 dernières années où littéralement j'ai changé d'identité, tu vois, où j'ai pris soin de moi, où j'ai accompli des choses que je pensais même pas réalisables, bah, juste avant certaines rechutes, par exemple, tu vois, c'était la tempête, tu vois, c'était la tempête et, euh, et je m'identifiais à ce qui se passait à l'intérieur de moi, tu vois, à ces Hmm, émotions négatives, à ce désespoir, etc. Je m'identifiais et je me laissais emporter et boum, je déconnectais tout et je me retrouvais à me faire du mal, tu vois, vraiment, à acheter un paquet de clopes et en une soirée fumer un paquet de clopes en me bourrant la gueule, tu vois, de façon très intensive. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. hmm. Et je pense que quand tu commences vraiment à dissocier ça, je pense que tu comprends un gros truc, tu fais un gros step sur la compréhension de toi, que toi, t'es pas tes émotions, que toi, t'es pas tout ce qui se passe à l'extérieur. Et se dire que toi, t'es fixe, c'est comme c'est l'image du soleil avec les nuages qui sont en dessous. Toi, t'es le soleil, donc tu restes tout le temps pleine lumière et tout. Et tes émotions, c'est les nuages. Et des fois, t'as un ciel bleu, et donc le soleil peut irradier complètement. Et des fois, t'as la tempête en dessous. Et il faut se dire que c'est juste passager. Et il faut réussir à prendre du recul et se dire qu'on est le soleil, quoi. De ouf, Et qu'on n'est pas les nuages. Et bien qu'on n'est pas sûr, les nuages. bien sûr. Bon, je rassure les gens qui nous écoutent potentiellement, c'est le travail de toute une vie, je pense. Et, euh, et un outil qui peut être intéressant pour ça, en tout cas moi qui m'a beaucoup aidé en prévention ou même en situation d'urgence, ça va être la métacognition, donc sa capacité Ok. d'analyser sa propre manière de penser. Et ça va être par exemple l'écriture. Justement, j'ai une question pour toi là qui me vient comme ça. Euh, Comment tu as réalisé, alors, est-ce que tu as dû réaliser une certaine introspection pour te sortir de certains schémas comportementaux? Et si oui, comment ça a pris forme? Hmm. Moi, c'est un peu comme toi. Déjà, j'ai pas eu de déclic à instant T qui m'a fait me dévoiler et me dire putain, là, il faut que j'arrête. C'est plein d'événements qui m'ont fait prendre conscience qu'il fallait que j'arrête. Mais pour l'introspection, moi, quand j'ai commencé ma phase de comment dire de sevrage entre guillemets, d'arrêter les drogues, je suis resté pendant 3 4 mois seul dans ma chambre à essayer de comprendre. Enfin, déjà essayer d'encaisser les émotions du sevrage. Parce que moi, en gros, pour te donner du contexte, j'étais accro aux benzodiazépines de manière très, 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 très intense. Alors, je pouvais pas vivre sans les benzodiazépines. Et j'ai C'est quoi ça prouvé exactement? Excuse-moi, c'est codéine un peu? Xanax. Xanax, ok, d'accord, ok. En gros, ça va inhiber ton GABA et ça va te déconnecter de tes émotions, quoi, en gros. Donc, Ok, temporairement, c'est comme l'alcool. Ça réagit un peu comme l'alcool, ça agit, pardon, un peu comme l'alcool. Mais c'est des Xanax, quoi. C'est Xanax, Lexomil, les choses comme ça, quoi. ok, Et donc, quand j'ai commencé cette phase comment dire, de redescente, entre guillemets, parce que pendant longtemps, j'étais full produit, et ben, j'ai commencé à ressentir des effets vraiment très négatifs et très bizarres et très, enfin, j'ai l'impression que je devenais fou, j'ai l'impression que je perdais la tête, j'ai l'impression chaque signal de l'extérieur me faisait stresser. Donc, je pouvais plus sortir, je pouvais plus rien faire. Donc, je suis resté 3 4 mois tout seul chez moi. Et
et j'essayais d'encaisser ces émotions, de comprendre ces émotions, d'accueillir ces émotions, de faire des. J'avais des nuits de 2 heures, enfin, c'était vraiment compliqué. Et Wow. c'est toute cette phase-là de 3 4 mois où je transpirais, où je pleurais, où c'était vraiment horrible, dans lesquels j'ai fait ce travail de me dissocier de mes émotions, de sortir un peu de la tempête, un peu du brouillard, et se dire qu'en fait, bah, moi, je ne suis pas ce brouillard, je m'identifie pas à ce brouillard, mais que c'est juste quelque chose de passager qui est devant moi, qui est devant mes yeux, et qu'il faut que j'essaye de, comment dire, de prendre du recul pour pas me laisser, comment dire, pour pas me laisser submerger par ces émotions. Donc moi, c'est vraiment cette phase de sevrage qui m'a fait prendre conscience que je n'étais pas mes émotions. Et pendant tout ça, j'ai eu une introspection dans le sens où je me disais, ouais, c'est ça, je me déconnectais de moi-même, comme si pas, c'est l'image sortir de son corps, c'est pas vraiment ça, mais je sortais de mon corps et je m'analysais, je me regardais, je me disais, mais c'est pas moi tout ça, c'est juste des émotions, c'est passager. Et petit à petit, bah ouais, je me suis complètement détaché de tout ça et j'ai fait en sorte que les émotions passent, mais ne m'affectent plus comme ça a pu l'être le cas par avant, quoi. Ok, ok, très intéressant. Et du coup, concrètement, c'est quoi, tu restais allongé chez toi sur ton lit, par exemple, et dans le mental Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, Avant que j'implémente le sport, parce que du coup, après, la deuxième étape, c'était ça, mais avant que j'implémente le sport, ouais, je restais. J'étais, j'étais dans mon lit, j'étais dans mon canapé, je subissais la vie, quoi. Je subissais tout ce qui m'arrivait. Chaque seconde était compliquée, je me disais, heure après heure, c'est bon, j'ai passé cette heure-là, j'ai passé cette heure-là, et j'avançais comme ça, quoi, petit à petit. Et après ça, du coup, j'ai commencé à implémenter le sport. Donc, ça a commencé par de la marche dans la forêt, après un peu de course, et après, bah, calisthénie, donc traction, dips, pompe. Et c'est là que après être sorti de mon corps, entre guillemets, et m'être déconnecté de mes émotions, j'ai commencé à me reconnecter aux sensations physiques, et du coup avoir quelque chose de beaucoup plus concret et beaucoup moins émotionnel, juste des ressentis. Et ça m'a fait revenir un peu sur la réalité, revenir un peu dans le monde physique, et me dire, ah oui, ok, j'ai mon corps, je peux avoir mal là, je peux avoir des bonnes sensations, je peux ressentir du frais, du chaud, du froid. Ça m'a aussi permis de me dissocier de ces émotions et de pas rester dans ma tête, et du coup de me déconnecter de ma tête et rentrer plus dans mon corps. ok, ok, ok. Et avant de rentrer justement dans cette grosse phase d'introspection, parce que là, tu me dis ça, moi, je suis en mode, waouh, ça a dû être Ouais, c'était hard. particulièrement intense Ouais, c'était hard. et dur, C'était très, clairement, de ouais, c'est très, très. Je rester. pense que c'est la plus, c'est comment, c'est l'épreuve la plus compliquée que j'ai vécue jusqu'à aujourd'hui, quoi. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a eu un. Selon toi, quel a été le feu qui a animé, le feu de la volonté pour arriver à cette introspection, pour tenir bon, tu vois, durant tout ce temps, tu vois, où tu avais tes émotions qui devaient te tirailler, tu Hmm. J'avais essayé d'arrêter plusieurs fois les benzodiazépines et, euh, et je retombais tout le temps parce que je rentrais dans cette phase, je commençais à rentrer dans cette phase et c'était tellement intense pour moi que je me disais mais ça vaut pas la peine, je vais continuer toute ma vie et je suis condamné ad vitam, mais j'ai pas envie de vivre ça et donc je vais continuer jusqu'à la fin de ma vie. Et je me disais bah c'est comme ça. J'ai dû faire deux, trois rechutes avant de commencer vraiment à me dire là je peux pas continuer comme ça. Je suis pas libre de faire ce que je veux, je suis pas libre de moi-même, je suis pas libre de mes émotions. Je suis pas libre de vouloir aller où je veux quand je veux. Par exemple, si je veux voyager, enfin, j'étais vraiment pas libre. Donc je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête, il faut vraiment que je mette des choses en place. Je me dis, quitte à passer dans le brouillard pendant 2 3 mois, je le ferai. Mais là, il faut que ça change. Et c'est le fait de vouloir changer et de se sentir libre qui m'a fait traverser ça, quoi. Qui m'a fait accepter de traverser ça. vois. Ok, ok, je vois. Intéressant. Putain, ouais, c'est. Le cannabis, quel était ton rapport au cannabis? Alors j'ai fumé de mes. Bah, c'est un peu comme toi, j'ai commencé un peu avant le lycée, genre troisième. C'était un peu pareil que toi aussi, c'était dans le but de se faire accepter un peu par le groupe. Quand je suis rentré au lycée, j'ai perdu tous mes potes. Enfin, en gros, on s'est dispatché. J'avais des potes dans un lycée et moi j'étais dans un lycée opposé et du coup j'avais plus aucun pote. Et du coup, il y avait des personnes qui fumaient. Je me suis dit pour ah, il y a le retour de l'écho. Ah, Je me suis pas dit cool. pour intégrer leur groupe, il fallait que je prenne les coutumes de ces personnes et du coup j'ai commencé à fumer avec eux pour faire partie de leur groupe. Et du coup, bah, petit à petit, au début, j'aimais pas du tout ça. Les 3 premiers jours, j'étais mort à souhait. Je me suis dit, mais ouais, c'est trop fort.
Et petit à petit, bah, du coup, je suis rentré dedans. Et dès les 2, 3 premières semaines, dès les premiers jours, en fait, je suis rentré dedans. J'ai jamais arrêté jusqu'à mes 23, 24. Ouais, ouais, ok. Et j'avais un rapport aussi très, très, très. Enfin, c'était très quotidien, c'était très routinier. Je pouvais pas m'endormir sans. Et pareil, j'étais pas libre. Quand je partais dans un pays, la première chose à laquelle je pensais, c'était comment je vais me fournir. Si j'avais pas la réponse à cette question-là, j'allais stresser pendant 2, 3 jours. Putain, je vais faire comment pour vivre, je vais faire comment pour dormir. C'était très obsessionnel. Je pense la première chose que je faisais en me réveillant le matin, c'est je consommais. C'était très obsessionnel. J'avais aussi des relations amoureuses qui tournaient autour de ça. Donc un truc très toxique. Mais au début, j'étais dans le déni. Je me disais ouais, c'est bien, ça me détend, c'est mon exutoire, c'est bon pour moi. Et je me disais aussi comment dire, ça émotionnellement, ça me servait. Je pense que ça me servait vraiment. Je pense que si je l'ai fait, c'est qu'il y a eu une utilité. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas un comportement possible. Enfin, c'était pas possible de continuer comme ça. Du coup, bah, petit à petit, j'ai pris conscience que c'était pas bon. Et le truc qui est marrant avec le cannabis, c'est que moi, c'était du jour au lendemain. Genre, j'ai pris cette décision. Enfin, j'avais j'avais ce choix et cette décision qui traînait en arrière-plan pendant 3, 4 mois. Je me suis dit, putain, là, il faut vraiment que j'arrête, mais sans vraiment passer à l'action. Et du jour au lendemain, en un claquement de doigts, entre guillemets, même si c'est pas vraiment le cas, j'ai arrêté comme ça, quoi. Ok, ok, fort. Et justement, t'as arrêté du jour au lendemain et t'as pris le relais sur les Xanax ou... Ouais, non, alors non, le Xanax, c'est pareil, ça arrivait un petit peu après le bédo. Bah, en vrai, c'est un peu comme toi, c'était graduel. J'ai commencé par le cannabis, le bédo en troisième seconde. Ensuite, genre 1 an après, j'ai commencé à aller en soirée techno, en teuf, avec des potes et pareil, on tapait de la coke, on prenait des tasses, on prenait du LSD, de la K. Je suis allé loin, 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 loin dans la drogue dure aussi. Après, j'ai senti que comment dire, ça me rendait mou, un peu légume, un peu bizarre, ça me déconnectait, ça me rendait pas fou, mais presque. Et du coup, bah, j'ai découvert les médicaments, donc la codéine et les Xanax, à cause d'un pote qui, lui, avait eu un problème avec le LSD, du coup, qui a été traité. Bah, en gros, il a eu un bad trip un peu bizarre, et du coup, il a développé de l'angoisse, et du coup, il a été traité avec le Xanax. Et du coup, moi je traîne souvent avec lui. Il m'en a passé 1 fois, 2 fois. Je me suis rendu compte que c'était un truc de ouf. Dès les premières prises, j'ai eu ce truc de putain, waouh, c'est un truc de ouf, je vais continuer. Et du coup, de fil en aiguille, bah, je suis vraiment rentré dans le truc. Et du coup, bah ouais, ça, il y avait le bédo toujours en background, donc j'ai jamais arrêté le bédo pendant tous ces trucs-là. J'ai arrêté les drogues dures pour switcher un peu sur les médicaments. Donc codéine énormément. J'ai pris des litres et des litres de codéine. C'était du sirop. Et on faisait des lignes. En gros, Ouais, on mettait dans le soda. Et mec, pendant 3, 4 ans, j'ai dû perdre 5, 10 kilos. J'étais tout maigre, j'étais tout blanc. Enfin, je suis vraiment allé loin aussi avec la codéine. J'en prenais tout seul dans mon lit avant de dormir le soir. Je faisais des sessions de jeux vidéo où je prenais je la vois. codéine et j'étais tout seul. Enfin, c'était vraiment, je pense que c'était vraiment dangereux. Et je mixais codéine et Xanax, chose qui n'était pas vraiment conseillée. Et ouais, c'est ça. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que physiquement, je me détruisais. Mentalement, je perdais des mots dans mon vocabulaire. Je parlais avec des personnes et je perdais des mots. Je m'en souvenais plus de certains mots. Et du coup, je bloquais face à des personnes. Je me suis dit, mais je suis en train de me cramer. Et c'est toutes ces petites prises de conscience, petit à petit, qui m'ont fait me dire, bah, je peux pas continuer comme ça. Physiquement, je faisais 50 kilos, je crois. Aujourd'hui, je fais 70 kilos. Quand j'ai, euh, quand j'ai arrêté les drogues, je faisais 50 kilos. Donc, ouais, physiquement, je m'étais vraiment détruit. Et de fil en aiguille, ouais, j'ai fait ce truc. Je me suis fait suivre par un addictologue pour les médicaments. Ok. Il m'a aidé à descendre progressivement parce il m'a fait comprendre que si j'arrêtais du jour au lendemain, il y avait une probabilité que je claque. Du coup, je me suis fait suivre Et pendant waouh. 1 an par un addictologue. Ok. Et petit à petit, du coup, on a redescendu les doses parce que si j'arrêtais tout en haut et j'arrêtais du jour au lendemain, comment le sevrage était beaucoup trop intense pour que je puisse vraiment le tenir. Donc Bien sûr. petit à petit, on a arrêté jusqu'à jusqu'à complètement délaisser le truc et me sentir beaucoup mieux, quoi. Mais c'était une longue phase de 2, 3 ans où j'étais en combat perpétuel contre moi-même, contre mes émotions, contre mes ressentis. Socialement, enfin, pour te donner un exemple, je pouvais plus faire les courses, j'arrivais pas à sortir faire les courses tellement j'étais angoissé par le regard des gens. Je pouvais plus rien faire socialement, je m'étais déconnecté de tout le monde, j'avais plus aucun pote, j'avais aucun, comment dire, aucun affect. En fait, j'arrivais pas à connecter avec des personnes, même avec mes parents, j'arrivais pas à parler de ça. J'étais vraiment dans une bulle, comme si j'étais sur un vaisseau spatial et que je naviguais dans l'espace. C'était particulier.
Et donc, ouais, 2, 3 ans après, bah, je suis redescendu progressivement, je suis arrivé sur Terre et j'ai commencé à retrouver l'estime de moi, la confiance en moi, l'amour de moi. Et un peu comme toi, c'est la discipline et c'est le fait de, comment dire, de souffrir physiquement qui m'a fait reprendre confiance en moi, me re-aimer, revenir sur la réalité, me reconnecter à mon corps. Et, euh, et voilà quoi. Globalement, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense que j'ai fait le tour là. Ouais, j'imagine. Putain, tu reviens de loin, mec. Ouais, mec. Déjà, bravo, en vrai, gros, bravo. Merci. Merci, mec. Franchement, franchement, c'est cool, gros. Et comme je te Mais dis tu connais. aujourd'hui, je le prends comme vraiment comme une force et je suis vraiment reconnaissant d'avoir vécu tout ça. Parce que sans tout ça, je serais vraiment pas du tout la même personne, je pense. Et ça m'a appris énormément et je me suis développé énormément en tant qu'humain et enfin, c'est incroyable, quoi. Et je suis tellement reconnaissant. Bien sûr. Et justement, c'est une question que je pose, je pense qu'on se pose souvent, c'est est-ce que j'aurais des traces de Hmm. de toutes ces années à me faire du mal, hein, concrètement? Du coup, je pense que c'est une question que peut-être même on se pose avant d'arrêter, je sais pas, tu vois. Et j'ai envie de te la poser, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des traces de cette autodestruction? Comment tu gères tout ça, cette reconstruction? Parce qu'on parle souvent de reconstruction, hein, clairement. Hmm. Mais pendant ma phase d'addiction, je me sentais condamné. Je me disais, putain, mais jusqu'à la fin de ma vie, je vais avoir des trous de mémoire. Jusqu'à la fin de ma vie, physiquement, je vais être faible. Je me sentais condamné. Et je me suis dit aussi que j'allais avoir des séquelles ad vitam et que j'étais condamné. Et justement, ça amplifiait ce truc de je fais vraiment quelque chose de mal et je me sens encore plus mal à cause de ça. Mais là, 1 an ou 2 ans après, bah, j'ai plus aucun séquelle, j'ai plus rien. Ma mémoire, elle est revenue 100%. Ma concentration, elle est revenue 100%. Mon énergie physique et mentale, elle est revenue 100%. Je dors comme un bébé, j'ai plus aucun problème de sommeil. Socialement, je me suis réouvert. Donc j'ai des meilleures relations. J'arrive vraiment à connecter en profondeur. Bah, mon estime de moi, elle est décuplée. Je suis vraiment fier de moi. Et je pense que c'est grâce à ça aussi, grâce à ces épreuves, et me faire prendre conscience que bah, j'étais pas condamné ad vitam, que maintenant je suis vraiment fier de la personne que je suis. Et donc non, moi j'ai plus aucun séquelle. J'ai plus, comment dire, je suis passé par cette phase de reconstruction. Donc j'ai lu beaucoup de livres. J'ai fait vraiment gaffe à ce que je mangeais, à comment je dormais, à ce que je mettais dans mon cerveau et dans ma bouche. Et toute cette phase de recovery m'a fait revenir à limite plus fort qu'avant, quoi, plus fort qu'avant que je commence la drogue. Donc non, franchement, aucun séquelle. Et, euh, et, euh, et ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup de d'arrêter tout ça. Vraiment, bah ouais. Je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que littéralement, la puissance du corps humain, cette machine-là, elle est exceptionnelle et on a cette capacité à récupérer, en fait. Mm. Même les neurones, même si tu as 30 ans, 35 ans, même 50 ans, en fait. Mm. La neurogenèse, c'est cette capacité à recréer de nouveaux neurones, de nouvelles connexions neuronales à mesure que tu demandes une adaptation à ton cerveau. Et donc, que ce soit cognitif, donc intellectuellement parlant ou même physiquement parlant, en fait, on peut récupérer tout ce qu'on a perdu. Et ça, c'est motivant, je trouve. Et surtout, bah, c'est plaisant, en fait, de voir le développement, de déguiser aussi sa lame, tu vois, de prendre conscience des qualités que l'on a et de les développer. Parce qu'on a tous, chaque individu, on a des qualités, que ce soit physiques ou intellectuelles, plus ou moins développées. Et on a tous des prédispositions. Et de développer ces prédispositions, bah, c'est vraiment agréable. Et, euh, et donc voilà. Grave. Si quelqu'un nous écoute et qu'il est un peu au fond du trou, bah, avec du temps et des efforts, vraiment, il y a moyen d'aller chercher des résultats de zinzin et bien plus qu'on ne l'imagine. Tu vois. Grave. J'imagine que pour toi, tu te rendais même pas compte à quel point tu pouvais réaliser ce que tu as réalisé aujourd'hui. Et, et, euh, et pour le futur, c'est pareil. Tu vois. Grave. J'imagine que tu as des objectifs que tu n'aurais même pas pensé avoir il y a quelques années. Grave. Et ça ouvre les chakras. Tu te dis, en fait, tout est possible maintenant. Tu pensais que tu étais condamné socialement, tu n'allais jamais plus pouvoir connecter, que tu allais être tout le temps stressé en public. Et tu te rends compte que c'est faux. Et du coup, petit à petit, tu sais, tu casses des barrières et tu grandis, quoi. C'est génial. Ouais. C'est génial. Et ça me fait penser aussi au fait que, tu vois, je pense que généralement, les gens qui ont souffert d'addiction, pour beaucoup, je pense qu'ils avaient une conscience, tu vois, une sensibilité, une certaine intelligence, etc. Et ça a été couplé en plus à la prise de drogue, qui est littéralement le fait d'expérimenter des états de conscience modifiés, tu vois. Et du coup, parfois, ces gens-là, il y en a beaucoup qui ont une certaine conscience, tu vois, sur les dynamiques de pouvoir entre les gens, entre les individus, ou même dans la société,
ou même sur comment le monde fonctionne, etc. Et ça peut être un peu à double tranchant, tu vois. Parfois, tu peux te sentir un peu désemparé face à certaines choses dont tu as conscience, mais aussi ça peut te permettre de choisir où est-ce que tu veux aller, tu vois, et d'aller vers cet idéal que tu veux. Et j'ai envie d'aller plus loin même, d'apporter vraiment ta pierre à l'édifice, d'apporter ta contribution au monde. Moi, c'est ma conviction la plus profonde, c'est que notre génération, comme n'importe quelle génération, mais nous, d'autant plus, on a besoin d'apporter notre pierre à l'édifice, on a besoin de changer cette société, tu vois, à titre individuel, parce que c'est parti complètement en couille. Nos comportements, les comportements moyens de notre société, ils sont profondément destructeurs. Il y a des stimulations de partout, etc. Enfin bref, sans rentrer dans les détails. Et ça peut être plaisant de prendre cette responsabilité en tant qu'individu, de, euh, OK, je vais faire de mon mieux pour essayer de changer le monde, du moins la société. Et ça commence en fait j'aime bien dire que la seule révolution qui existe et qui marche, c'est la révolution intérieure, tu vois. Aller manifester dans la rue, ça va pas changer grand-chose. Euh, mais prendre soin de soi, euh, modifier son estime de soi, sa discipline, sa capacité à relationner avec les gens, etc., ça change littéralement les choses. Ça change le monde, vraiment. Grave. Et voilà. Je suis parti un peu dans plein de directions Grave. Mais différentes. ça me fait penser à un truc, c'est la perception que tu as du monde change en fonction de la perception que tu as de toi. Je te donne un exemple. Avant, moi, quand j'étais complètement toxico, je sentais le regard des autres sur moi et je me disais, putain, mais ils me regardent et je me sens mal et ils voient que je suis misérable et ils voient. Et genre, une fois que j'ai arrêté tout ça, bah, j'ai eu cette prise de conscience, j'étais dans la rue et je me sentais regardé et je me disais, mais là, ils me regardent et je suis beau et je suis confiant. Et j'ai fait ce recul d'analyser cette opposition. Mais j'ai dit, mais en fait, c'est exactement les mêmes regards, c'est exactement les mêmes personnes, c'est juste ma perception de ce regard-là et c'est ma perception de moi qui a fait que cette idée a changé de moi toxico et de moi aujourd'hui confiant. Donc en fait, si tu te sens bien et que si tu te perçois bien et si bah, tout le monde va te percevoir bien. À Bien sûr, l'inverse, tu te sens mal, tu te perçois mal, tout le monde va te percevoir. En fait, c'est juste interne. C'est juste. Et c'est toujours enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est dissocier l'interne de l'externe et se dire que tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ce que tu ressens à l'instant T. Quoi. Essayer de faire ce travail de reculer et de s'analyser. Quoi. bien sûr. Ouais, bien sûr. Et la réalité n'est pas ce que tu vois. Tu n'as qu'une perception de la réalité. Grave, Et ce que tu dis là, ouais, c'est vrai que à mesure que tu en prends conscience, en fait, c'est ouf, c'est c'est le ouf. champ des possibles Ouais, qui ouais, s'ouvre, hein. c'est ouf. Et, ouais, mais moi, je sais pas ce que tu en penses, tu vois. Est-ce que, selon toi, les gens qui ont souffert d'addiction, en moyenne, ils sont plus sensibles ou plus conscients de certaines dynamiques? Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que moi, j'ai cette conviction un peu. Mhm. J'ai pas de conviction par rapport à ça et je pense que chaque personne est différente par rapport à ses schémas. Mais moi, de mon ressenti et de ce que j'ai pu voir avec mes potes addicts, c'est que ouais, il y a beaucoup de personnes qui sont ultra sensibles, qui ont une grande sensibilité face au monde et du coup qui se coupent de cette sensibilité avec pas une camisole chimique, mais avec un masque chimique. Et du coup, c'est comme si tu mettais un masque et que tu te montrais pas vraiment à l'univers et que c'était juste bah t'as une interface qui te cache de ce truc, quoi. Se déconnecter, ouais, je pense que l'addiction, ça te permet de te déconnecter de tes émotions Bien sûr. et de te faire ressentir des choses que t'as pas forcément envie de ressentir ou comment dire, te déconnecter des choses dans lesquelles t'as pas envie de te confronter. Et je pense que, ouais, les schémas addictifs, ouais, ça permet aux gens de comment dire, se déconnecter de ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, ouais, t'as pas les outils, en fait. T'as pas les outils pour apprendre à accepter ses émotions. Souvent, tu manques de modèles aussi, tu vois. De Hmm. modèles qui t'inspirent. Tu manques de vrais liens. Je pense qu'on a manqué aussi beaucoup de vrais liens humains, tu vois. Pas juste un prof qui doit avoir pendant 8 heures par jour. C'est un lien attentif et réel, quoi. Mais enfin, bref. Si tu veux, mec, j'ai préparé quelques questions pour toi. Ça peuvent être intéressantes. Ouais, chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, déjà,
Si tu devais changer une seule chose dans ta jeunesse, dans ta vie jusqu'ici, quelle Mhm. serait-elle? Ça peut être un événement, une croyance, un trait de personnalité, un aspect de ta réalité, peu importe. Ah, c'est compliqué, hein. Moi, je pense que si je devais changer une seule chose, ça aurait été dès le début beaucoup plus m'écouter et beaucoup plus écouter ce que j'ai vraiment envie de faire. Et pas me plier, et pas me plier à ce que les personnes ont envie que je fasse ou comment on aimerait que je sois, mais juste vraiment m'écouter moi-même et, euh, et quitte à dire aux personnes que ça me plaît pas, ça me plaît pas. Avant, j'avais beaucoup trop le truc de il faut que je dise oui pour que la personne, enfin, il faut que je dise oui à tout et que ça plaise à tout le monde et que, mais maintenant, je me suis dit, enfin, c'est mon bonheur à moi avant tout et les personnes, je pense, enfin, c'est beaucoup plus honnête envers les personnes de me considérer moi avant de considérer le bonheur des autres, quoi. Donc, ouais, beaucoup plus m'écouter et beaucoup plus, ouais, ça, beaucoup plus m'écouter, quoi. Ok, ok, ouais, bien sûr, ouais. Savoir poser ses limites, Exactement. ouais, c'est tellement important ça. On nous apprend tellement peu à le faire. En fait. C'est vraiment, Et, et je vois au quotidien à quel point il y a peu de gens qui arrivent. Et hmm. ça, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Alors que enfin, pour moi, c'est la base, je pense. Que tout le monde Ouais. doit se respecter et tout le monde doit respecter l'autre et que faut poser ses limites, quoi. Mais quand t'es Et jeune et que tu connais pas assez tes détours et que tu connais pas assez tes limites, et c'est un peu compliqué, je pense. bien sûr. Et paradoxalement, en plus, c'est lorsque tu poses tes limites que tu aides le plus l'autre. Grave. C'est C'est ça, la parfois sincérité. en fait, on a tendance, tu vois, quelqu'un qui va avoir de mauvais comportements, souvent, personne ne l'aide parce qu'on n'est pas honnête avec lui, tu vois. On va Hmm. pas lui dire honnêtement, on va pas poser nos limites. Lui dire, tu vois, sans haine, sans colère, mais juste, là, tu dépasses les bornes, tu vois. Je te dis non, tu vois. Grave. Et mec, ouais, le pouvoir de la vérité, ça, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, dans, il y a un livre qui s'appelle, bon bref, c'est un livre que je conseille à tout le monde. C'est un livre qui a été écrit par Anna Lemke et ça, c'est autour de la dopamine. J'ai plus le titre en tête, mais pour comprendre vraiment le circuit de la récompense, le circuit dopaminergique dans sa profondeur, c'est un livre que je recommande à tout le monde. Ça se lit super facilement et elle parle de l'honnêteté radicale. Et elle, c'est une psychologue en fait qui a accompagné pendant des dizaines d'années des gens qui souffraient d'addictions très sévères parfois. Et voilà, c'est un peu la goutte dans le monde des addictions aux États-Unis. Et elle explique comment l'honnêteté radicale va vraiment te permettre de sortir progressivement des addictions. En disant ce que tu penses, tu vas pouvoir penser ce que tu dis. En fait, tu vas pouvoir justement être dans l'introspection. Et tu vas pouvoir bénéficier aussi du regard de l'autre. À mesure que tu dis euh, la vérité, en fait, la vérité sur tes croyances, sur tes comportements, en fait, le jugement, sans être positif ou négatif, de l'autre, va te permettre d'avoir un regard sur tes propres comportements. En Hmm. fait. Et déjà ça va te permettre aussi de bénéficier d'un certain soutien, en fait. Tu vas pouvoir créer de belles relations parce qu'on se rend compte que les relations puissantes, authentiques, sont créées à partir du moment où les gens sont vrais et où ils se livrent, en fait. Ils dévoilent leur sensibilité, leur difficulté, tu vois. T'as pas envie de tisser des liens avec quelqu'un qui est toujours fort, qui n'est pas, qui n'est pas OK avec ses difficultés, avec ses propres limites. Et donc, Grave. l'honnêteté radicale, c'est vraiment, je conseille fortement. Et d'ailleurs, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais addict, je mentais énormément, tu vois. Et l'addiction entretenait ce mensonge. Hmm. Normal, tu vois. Et tu te mens à toi-même et tu dis, oh, mais c'est ok. Grave. C'est Grave. ça. Donc vraiment, ça peut être un outil supplémentaire pour que quelqu'un qui souffre d'addiction Hmm. d'essayer de mettre de la conscience là-dessus et d'essayer de commencer à être honnête, brutalement honnête. Hmm. Ah, c'est intéressant, mec. Grave intéressant. Ouais, je te conseille vraiment ce livre, c'est vraiment une masterclass. Ok. J'ai une autre question pour toi. Pourquoi souhaites-tu accompagner les gens à sortir des addictions aujourd'hui? Hmm. Ben, c'est ce truc de aider mon ancien moi. J'aurais, moi, quand j'ai arrêté, quand j'ai commencé cette phase de ce processus de arrêter et tout, je me suis énormément renseigné sur Internet, sur des forums, et je voyais tout et n'importe quoi, des choses qui étaient hyper négatives, des choses qui faisaient hyper peur, et ça a renforcé mon idée que c'était vraiment négatif ce que je faisais. Et j'ai pas trouvé un mec ou une personne ou peu importe qui était positif par rapport à ça et qui te montrait un peu la voie et qui t'aiguillait et qui te dédramatisait et qui j'avais pas trouvé d'espoir sur Internet. Et donc moi l'idée c'est de d'aider mon ancien moi
à avoir de l'espoir par rapport à ça et aider les personnes à dédramatiser comment dire, à leur dire que c'est pas condamné et que tout peut changer et que on en est la preuve et que c'est possible et que tout peut changer. Donc c'est ouais, c'est vraiment aider mon ancien moi à devenir la personne que je suis devenu, quoi. Trop bien, mec. Je te souhaite d'aider un maximum de personnes, gros. C'est grave le but, mec. C'est grave le but. Trop cool. Euh, une autre question. Ça va, t'aimes bien mes questions? Ouais, j'aime bien. Vas-y, vas-y. Quels sont les trois piliers qui t'empêchent aujourd'hui de replonger? Alors, les trois piliers. Bah déjà, premièrement, c'est mon identité. Ce que tu disais tout à l'heure. J'ai incarné l'identité de la personne qui est plus droguée. Et j'ai laissé mourir l'identité de la personne qui était droguée, qui fumait du cannabis, qui cherchait tout le temps ce truc de plaisir. Donc, un, l'identité. Deux, la rigueur face à soi-même. Enfin, la rigueur, la discipline et la motivation, quoi. En gros, trouver du plaisir dans une routine positive pour toi. Donc, remplacer les anciennes routines qui te détruisaient et trouver des nouvelles routines. Par exemple, ça peut être le sport, ça peut être bien manger, ça peut être sortir avec des potes, ça peut être marcher dehors, ça peut être lire des livres, ça peut être essayer de s'instruire, essayer de lancer des projets, avoir des, avoir des nouvelles routines qui me stimulent et qui je considère être positives pour moi. Donc, ouais, identité, routine et en vrai, honnêteté aussi, hein. Ça revient à ce qu'on dit tout à l'heure, mais honnêteté face à soi-même et se dire que bah, c'est pas OK. Enfin, je suis pas OK avec moi-même à l'idée de me droguer, et je suis pas OK avec moi-même à l'idée de partager un joint avec une personne que j'aime pas. Et donc vraiment être honnête avec moi, quoi. M'écouter et être honnête avec moi. Ok, Identité, routine et honnêteté. nice. Très bien, gros. Et écoute, sinon après moi j'étais chaud qu'on parle un peu de vraiment de nos méthodes entre guillemets, enfin Mhm. ouais, nos méthodes concrètement, comment on ferait pour accompagner quelqu'un de A à Z. Mais je te propose limite qu'on se fasse une autre vidéo, un de ces quatre, Ouais, où vraiment tu vois on développe chacun un peu notre manière d'accompagner les gens, même le processus que l'on propose par lequel on peut passer. Voilà, dans le but voilà, vraiment d'essayer d'apporter un maximum de valeur aux gens et aussi de présenter notre offre, hein, notre qui on est concrètement, notre accompagnement, si les gens sont intéressés. Ça te chauffe? chaud. Chaud bouillant, Bon, mec. lourd. On fera ça une prochaine fois. Chaud. Voilà, voilà. Je sais pas si tu as d'autres questions. Moi, Tac, tac, tac. J'avais des petites questions notées, ouais. Euh, Par exemple, selon toi, c'est quoi la plus grande difficulté que les personnes rencontrent en essayant d'arrêter? Ou alors toi. C'est... soit quelle difficulté j'ai rencontré moi ou les gens en général? Ouais, Ok, bonne question. Bah alors, je vais parler pour moi, mais je pense que ça va résonner chez beaucoup de personnes. Je dirais l'environnement. À quel point, en fait, tu vois, tous nos comportements sont principalement le résultat d'un environnement, tu vois. Euh, c'est l'environnement qui détermine tes actions et tes actions déterminent aussi l'environnement dans lequel tu évolues. Et moi, durant tout mon parcours, c'est vraiment les lieux que je fréquentais, les endroits que je fréquentais, euh, qui ont beaucoup déterminé, qui ont beaucoup mis de friction entre là où je voulais aller et, euh, et là où je continuais à rester, tu vois. Donc voilà, sans dire que c'est de la faute des autres ou je ne sais quoi, mais plus dans le but il faut prendre conscience à quel point ce qui t'entoure va être déterminant, tu vois. Et moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de certaines personnes, certains amis, tu vois. Et c'est pas qu'elles étaient mauvaises, tu vois, ou voilà, foncièrement. Mais c'est juste que on se tirait vers le bas, en fait. On avait grandi ensemble à un moment donné. On avait créé une dynamique relationnelle à un moment donné. Et il était très dur de changer cette dynamique, de changer ses croyances inconscientes, hein. Tout ça, c'est de l'inconscient que l'on avait l'un envers l'autre, tu vois. Et donc, on ne pouvait pas s'empêcher, en fait, de s'engrainer, de se tirer vers le bas, tu vois. Euh, Et aussi, je pense que notre société aujourd'hui, elle est dangereuse en fait. Mec, c'est profondément dangereux. On vit dans un pays où tu as un tabac tous les 200 mètres.
ou dans la nourriture, c'est pareil. Il y a des dingueries, des taux de sucre qui sont capables de flinguer ton cerveau. Euh, et là, je te parle que de ça, mais c'est sans parler des médicaments, des dynamiques relationnelles, de comment on se comporte. Enfin bref, on vit dans un environnement dangereux. J'ai pas peur de le dire. En tout cas, c'est ma conviction, tu vois. Et donc, il va falloir progressivement construire un environnement à ton image. Enfin, évoluer dans un environnement qui te soutient plutôt qu'il te dessert et progressivement te renforcer pour être capable de t'adapter face à différents environnements, tu vois. Parce que le but, bien évidemment, c'est pas de s'isoler dans une montagne et couper du monde, voilà, pour être sûr de rien consommer. Mais à un moment donné, il va falloir aller dans un moine tibétain pour développer ta méditation et ton kung-fu. C'est une image, bien sûr, mais ça va être très difficile de changer lorsque tu es entouré de gens qui fument du crack, par exemple. Hmm. Et ne pas avoir conscience de ça, bah, c'est se mettre une balle dans le pied, selon moi. Et, euh, et voilà. Et souvent, on a du mal à décrocher de son environnement parce que on a du mal à asseoir sa vérité, tu vois. En fait, on perd nos couilles, mec. On a peur de dire que on est plus bien avec ces personnes, qu'on n'est pas en accord avec ses comportements. On a peur de dire que non, en fait, j'ai plus envie de ça, tu vois. J'ai plus envie de ça, tu vois. J'ai plus envie de te fréquenter parce que tu as des comportements avec lesquels je suis pas OK. J'ai envie de me détacher de ça, tu vois. C'est pas, là, t'es pas en train de dire à la personne, ouais, t'es une merde. T'es une merde, je te veux plus toi, je t'aime pas, tu vois. C'est plus, non, en fait. T'as des comportements, je te juge pas, mais moi, je veux aller ailleurs, tu vois. Et donc, et une fois de plus, c'est pas condamner l'autre, c'est juste prendre conscience que c'est juste porter ses couilles, en fait. Porter ses couilles et c'est et changer d'environnement. Ça va Donc avec ce ça, que tu disais avec l'honnêteté radicale, finalement. ouais, bien sûr, bien sûr. Intéressant. Et, et l'environnement, c'est aussi beaucoup ce que tu écoutes, tu vois. Par exemple, moi, j'écoutais énormément de rap, euh, plus Je voulais en jeune, tu vois. parler. Tu vois, et le rap, mec, ça a déterminé énormément de mes comportements, gros. Petit à petit, gros, je suis devenu un vendeur de drogue, gros. C'est limite si j'avais braqué des banques, tu vois. Pas parce que je suis comme ça, mais juste parce que je baignais dans un environnement dont le rap faisait partie, où ça alimentait tout ça, ça alimentait pardon, cet inconscient, tu vois, ces images, ces croyances, etc. Et donc l'inverse est aussi exact. Si ton environnement, bah, c'est euh, le développement de soi, la discipline, l'amour de soi, le sens, les valeurs, la chevalerie, j'en sais rien, bah, en fait, tu vas aller progressivement dans cette direction. À 100%, mec. 100%. Et moi aussi, je pense que le cannabis, la drogue, enfin, surtout le cannabis et la codéine, je suis énormément tombé dedans en partie à cause du rap, du hip-hop et tout ça, quoi. Et de Ouais, Nekfeu à ah ouais, l'ancienne. Et... avec la codéine, bah, de ouf, Ah gros. non. Youngin, Ouais, Youngin. ouais, ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah ouais, Et ça ouais, m'étonne pas, ouais, 100%. bien Donc, ouais, sûr, donc l'environnement aussi, comment dire, artistique, du coup. bien sûr, Stylé. bien sûr. Et 100%, mec. tu vois, j'ai envie de rajouter un truc là-dessus, mais pour peut-être ceux qui nous écoutent, il faut bien que tu comprennes que l'environnement, il est pas là pour t'aider. J'ai même envie d'aller plus loin. Et voilà, mais je pense que le système est fait d'une façon à t'esclavagiser d'une certaine manière, tu vois, à te rendre accro, à te rendre dépendant à certaines substances. Euh, du moins, le système n'est pas là pour te protéger. Personne ne va te protéger, en fait. Et il y a des comportements qui sont promus dans notre société, qui sont normalisés, qui sont profondément dangereux pour toi. Hmm. Il y a qu'à voir, par exemple, avec les gosses, tu vois, les enfants à qui on met des téléphones là, dès leurs plus jeunes années. C'est honteux, c'est c'est dangereux, c'est dangereux. Et vraiment, prends en compte que ton environnement, il est dangereux et que tu dois te prémunir, tu dois en avoir conscience avant tout. Parce que voilà, si tu es entouré de tabac, de McDo, de produits industriels, de gens avec un mode de pensée négatif, de gens résignés, tout ça, ça t'impactera. Tu auras beau avoir le plus beau projet au monde, la plus belle volonté, ça va te grignoter. Donc, fais attention à ton environnement. Voilà. Top. Je te remercie, mec. Moi, c'est bon pour mes questions. Vas-y, cool. De toute façon, vas-y, on peut On a fait le refaire tour. ça. Et même, Grave, avec plaisir.
En vrai, gros, peut-être que à réfléchir, mais peut-être que on peut accompagner aussi des gens en chant, je Mhm. sais pas. Peut-être qu'on. Enfin bref, Ouais, il y a il des y a trucs des à choses faire. à Je faire. pense Il y a des il y choses a à vraiment faire. beaucoup de trucs à faire. Ouais, ouais, grave. Ouais, trop cool, mec. Trop cool. Merci pour cet échange, mec. Ça m'a fait vraiment plaisir. Avec plaisir, pour moi aussi, mec. Et de toute façon, on reste en Et bah, contact on reste en contact carrément. à fond les balles. Moi, je suis en grosse phase d'introspection là, donc je fais rien sur les réseaux en ce moment. Ok. Mais normalement, je vais revenir chaud comme la braise. Allez, let's go, mec. Continue comme ça, toi, mec. C'est cool ce que tu fais. Merci, ça me fait plaisir. C'est cool. Vas-y, bah à plus. Yes. À plus. Ciao, Passe une bonne ciao. journée. Bonne journée. Salut, Ouais, ciao. ciao.